Louva Raza, côté Digdash. Je suis donc consultant chez Digdash et c'est donc moi qui vais vous faire la présentation du webinaire quotidien aujourd'hui sur l'usage du prédictif dans Digdash. Donc pour le webinaire, nous allons d'abord voir ce que nous entendons nous par prédictif, donc voir les différents principes justement du prédictif, de quoi ça parle, et nous allons ensuite entamer le prédictif dans Digdash, donc c'est-à-dire quelles fonctionnalités Digdash met en place pour justement faire de la prédiction. Donc ça va notamment passer par 3 fonctionnalités qui sont donc les mesures prédictives, les mesures simulées et les groupements intelligents. Donc bien sûr, je détaillerai ça dans les slides correspondantes. Et nous allons ensuite donc conclure et passer à une séance de questions-réponses, si jamais il y en a à la fin. Tout ça, du coup, dans un format de 30 minutes. Donc, les principes du prédictif. Donc, le prédictif, qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir donc se baser sur les données du passé pour se projeter dans l'avenir, pouvoir faire justement des hypothèses dans l'avenir. Un exemple assez simple que l'on peut tous comprendre, c'est par exemple le chiffre d'affaires. Donc, je suis une entreprise, j'ai un chiffre d'affaires. Voilà, donc j'ai mes données, imaginons de 2010 à 2019, et je veux pouvoir prévoir justement mon activité pour les prochaines années, pour l'année 2020, 2021 ou 2022 par exemple. Donc voilà, donc on se base sur le passé pour faire des hypothèses dans le futur. Partant de là, plus on va avoir d'historique de données, donc plus on va avoir de données dans le passé, et plus notre modèle de prédiction va être fiable. Forcément, si je m'appuie sur un historique de 3 mois et que je veux faire de la prédiction sur plusieurs années, mon modèle sera beaucoup moins fiable que si j'avais 5 à 10 ans, par exemple, d'historique de données. On considère aussi que le futur, il sera similaire au passé. Donc quand je dis similaire, c'est-à-dire qu'il va se dérouler dans une situation similaire au passé. On ne peut pas prédire avec les algorithmes des chocs structurels qui vont apparaître. Donc un exemple qui va nous parler à tous, c'est la crise du coronavirus qui est en ce moment. Donc je donne un exemple, je suis restaurateur. Donc voilà, j'ai plusieurs restaurants partout en France. Et voilà, j'ai mon activité depuis 2010. Je me base sur mes données de 2010 à 2019 et je veux ensuite prévoir mon activité pour 2020, 2021 ou 2022. Donc, je vais utiliser différents algorithmes pour ça. Je vais me baser sur mes données de chiffre d'affaires des années précédentes et voir voilà, si j'avais une tendance croissante, en 2020, ça va croître, etc. Sauf que là, le nouveau coronavirus, voilà, des mesures ont été prises qui ont changé nos habitudes. Donc, c'est-à-dire qu'on est maintenant en confinement. Les restaurateurs ou les magasins qui ne sont pas de première nécessité ont dû fermer. Et voilà, donc dans le cas d'un restaurateur, je peux uniquement continuer mon activité avec des ventes à emporter ou des ventes en livraison. Donc forcément, je fais moins de chiffre d'affaires parce que mon chiffre d'affaires est essentiellement basé sur les ventes que je fais sur place, donc avec mes clients qui viennent manger. Étant donné que les clients ne peuvent plus venir manger, forcément, ça va avoir un impact sur mon chiffre d'affaires. Et du coup, ben voilà, la prédiction ne sera pas fiable parce que justement le futur ne s'est pas déroulé dans une situation similaire au passé. Et ça nous amène donc à notre troisième point, qui est donc les prédictions. Voilà, leur exactitude ne peuvent pas être garanties et n'est pas à prendre donc d'un point de vue déterministe. C'est-à-dire que voilà, je fais une prédiction sur mon chiffre d'affaires qui me dit qu'en juin 2020, je vais avoir 500 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, il ne faut pas partir pour acquis et dire voilà, ma prédiction a dit ça, donc ce sera le cas. Voilà. Donc les différents principes du prédictif, et nous allons voir quelques exemples de domaines d'application. Donc ça s'applique à tous les domaines d'une entreprise, par exemple, les ressources humaines. Je vais pouvoir voir la masse salariale dans les années futures en fonction justement de ma croissance. Dans les achats, pour voir les stocks que je dois faire de mes différentes marchandises en fonction de mon activité passée. Ça me permet de prévoir dans le futur quel stock sera nécessaire dans la finance, dans le marketing, dans la communication, etc. Donc voilà, ça s'applique un peu à tous les domaines d'application. Et donc dans Digdash, comment on peut utiliser justement ce prédictif-là? Donc ça va se passer en 3 points. Donc je vous l'ai dit, les mesures simulées, les mesures prédictives et les groupements intelligents. Donc pour définir un peu ces 3 fonctionnalités-là, les mesures prédictives vont nous servir à l'aide justement d'algorithmes de prédire la valeur d'une mesure selon une dimension de temps. Donc justement, je veux voir la prédiction de mon chiffre d'affaires dans les années futures. Les mesures simulées, ça va me permettre d'étudier l'influence qu'a une ou plusieurs mesures sur une autre mesure. Donc, toujours dans le cadre d'un chiffre d'affaires, je vais faire
de la publicité, de la communication pour justement faire connaître mes produits. Et je vais vouloir, par exemple, voir l'impact qu'aura le coût de communication sur mon chiffre d'affaires. Est-ce que si plus je dépense d'argent, plus mon chiffre d'affaires sera élevé? Est-ce que si plus de temps je passe à la télé, plus mon chiffre d'affaires sera élevé? Et enfin, nous allons voir donc le groupement intelligent qui permet donc de grouper les différents membres d'une dimension selon une ou plusieurs mesures. Donc quand je parle de grouper les membres, ça va être les grouper de manière similaire. Donc faire des groupes, par exemple, voilà, les produits qui me rapportent peu de chiffre d'affaires, les mesures qui me rapportent un chiffre d'affaires moyen et les produits qui me rapportent plus de chiffre d'affaires. Donc là, j'aurais fait par exemple 3 groupes sur mes différents produits. Ces fonctionnalités de prédiction, si vous avez déjà l'habitude de l'interface de DeepDash, elle se trouve donc à deux endroits différents, pardon. Il va y avoir donc toutes ces mesures prédictives et simulées qu'on pourra ajouter avec la petite flèche à côté des boutons, créer une mesure calculée. Et ensuite, des groupements intelligents qui se trouvent donc au même endroit où on peut créer des hiérarchies. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, je ferai la démo avec vous. Donc voilà, ça vous permettra donc de vous rappeler où est-ce qu'on peut trouver justement ces fonctionnalités de prédiction. Voilà. Donc on va passer directement aux exemples. Donc les mesures prédictives, qu'est-ce que c'est? C'est justement, on va s'appuyer sur des algorithmes qui vont nous permettre de prédire justement une mesure dans le temps. Donc ces algorithmes-là, DeepDash a décidé justement de les intégrer nativement, pour les principaux en tout cas, et de vous proposer une assistance dans le choix d'algorithme. Donc c'est-à-dire que vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas besoin de connaître les détails d'un algorithme, les détails techniques ou autres. DeepDash les a intégrés nativement et vous permet justement, en fonction de vos données, de choisir le bon algorithme. Donc ces algorithmes-là, ils ont une situation d'application, on va dire, idéale. Vous avez un tableau dans la présentation à droite qui vous permet de voir les différents algorithmes qui sont proposés par DeepDash. Je vais prendre le cas d'une régression linéaire, par exemple. Elle s'applique dans l'idéal pour des données qui ont une tendance, donc c'est-à-dire une relation proportionnelle dans le temps, mais qui n'ont pas de saisonnalité et sur lesquelles on ne peut pas faire de lissage, par exemple. Ou si j'en prends un autre, le lissage exponentiel simple, voilà, ce n'est pas pour représenter une tendance, il ne faut pas de saisonnalité, mais il faut par contre qu'on veuille faire un lissage. Donc, partant de ces critères-là, DeepDash justement va vous proposer une interface qui va vous permettre, en fonction de vos données, de dire voilà, mes données, je veux représenter une tendance, je sais qu'il y a de la saisonnalité et je ne veux pas faire de lissage et du coup DeepDash va vous proposer une liste d'algorithmes correspondants. Et avec ces algorithmes-là, justement, on va pouvoir prédire 3 valeurs. La première, ça va être la valeur de la mesure. Toujours dans l'exemple du chiffre d'affaires, je veux prévoir mon chiffre d'affaires dans les prochaines années. Mais on va également pouvoir prédire l'intervalle de confiance. Donc l'intervalle de confiance, qu'est-ce que c'est? C'est l'intervalle en fait dans lequel il y a 95% de chances que la valeur donnée soit comprise dedans. Donc justement, pour le chiffre d'affaires, l'intervalle de confiance va dire, bah voilà, pour l'année 2020-2021, il y a 95% de chances que le chiffre d'affaires soit compris entre ces deux bornes-là. Donc on peut définir la borne inférieure. Il y a 95% de chances que mon chiffre d'affaires soit supérieur à cette borne-là. Et la borne supérieure, pour dire justement, il y a 95% de chances que mon chiffre d'affaires soit inférieur à cette borne-là. Donc des exemples, je vais passer directement du coup à la démonstration d'un DeepDash. J'ai un chiffre d'affaires ici, donc sur la première image, et je veux voir justement la tendance. Donc j'ai mon chiffre d'affaires qui évolue au fil du temps. Je ne sais pas forcément si c'est une tendance croissante ou décroissante. Là, avec une régression linéaire, voilà, je peux clairement voir qu'il s'agit d'une tendance décroissante. Et à droite, donc la deuxième image correspond donc à un intervalle de confiance. Un intervalle de confiance dans le temps. Donc, je vois qu'il y a une question sur les bornes à 95%, donc ça a été intégré comme ça dans DeepDash, donc on ne pourra pas les modifier. Après, j'y reviendrai à la fin. Vous pourrez vous aussi faire vos propres algorithmes si vous le souhaitez, mais du coup, ce sera avec du script. Mais les bornes qui sont intégrées, c'est des bornes du coup à 95% dans DeepDash. Donc, je vais passer à la démonstration, voir comment justement on va créer ces mesures prédictives. Donc là, je me situe dans DeepDash.
dans la partie source de données. Donc, je vais aller dans ma source de données prédictive retail sur laquelle justement je vais vouloir faire une mesure prédictive. Et je vais aller dans la fenêtre configuration avancée de la source de données. Donc, je ne vais pas forcément, vu que c'est pas le sujet, redécrire comment on crée des modèles de données. J'imagine que j'ai une source de données avec donc mes différentes dimensions et mes différentes mesures, dont le chiffre d'affaires justement. Donc, pour vous expliquer cette source de données, j'ai voilà, je suis présent donc dans différentes régions, j'ai différents magasins et je vends donc un certain nombre de produits à différentes dates justement, ce qui me génère un chiffre d'affaires. Donc, dans la présentation, on l'a vu, dans la présentation, on l'a vu, pour créer des mesures prédictives, on va placer dans la flèche juste à droite de créer une mesure calculée. Et on va avoir la possibilité ici de créer une mesure prédictive. Donc j'en profite pour le dire, je l'ai dit précédemment, on a besoin d'une dimension temporelle. Donc si j'ai une source de données où il n'y a pas de date, cette fonctionnalité-là sera donc grisée, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de faire une mesure prédictive du coup là-dessus. Je vais cliquer sur mesure prédictive, et là une nouvelle fenêtre va apparaître. Donc je vais expliquer cette fenêtre-là. Donc cette fenêtre-là, elle va me demander donc le nom de ma mesure prédictive. Donc, moi j'en ai déjà une que j'ai créée, c'est à tendance par exemple, donc je vais reprendre la même et je ne vais pas l'enregistrer. Ça va être justement le nom de ma nouvelle mesure. La dimension temps, selon laquelle justement je veux analyser et prédire mon chiffre d'affaires. La mesure à prédire, donc je peux décider de prédire différentes mesures. Moi dans mon cas ça va être mon chiffre d'affaires. Et l'agrégation qui va être la somme. Je veux le total de mon chiffre d'affaires. Si jamais c'était une enquête de satisfaction et on vous demandait de noter l'entreprise dans laquelle vous travaillez de 0 à 10, par exemple, là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la moyenne. Ça ne servira à rien d'avoir la somme des différentes notes. On va arriver à 100, 150 ou 240, par exemple, ce qui n'aura pas de sens. Et ensuite, en bas, on va avoir justement donc, le type de modèle qu'on veut utiliser. Donc l'algorithme, une régression linéaire, une régression logarithmique, un lissage ou autre, et la valeur à prédire. Donc là, c'est soit la valeur de la mesure, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intervalle de confiance, donc la borne inférieure ou la borne supérieure. On voit ici qu'on a une option grisée qui est nombre de points. Donc ce nombre de points-là, il est utile uniquement pour la moyenne mobile, pour savoir le nombre de points à prendre en compte. Je ne vais pas parler de la moyenne mobile parce que ça ne fait pas partie des fonctionnalités de prédiction en tant que telles. Voilà. Donc à savoir que le nombre de points est utile uniquement pour la moyenne mobile. La valeur à prédire, et en dessous, vous avez aide au choix. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. DeepDash vous propose justement de vous aider dans le choix de l'algorithme à utiliser. Donc on va vous demander notamment si vos données ont une tendance ou pas, et si elles ont des cycles. Et en fonction justement de ces deux paramètres-là, on va vous proposer une liste d'algorithmes correspondants. Donc cette liste-là, elle est bien sûr dynamique. Si je change mes critères, cette liste-là change. Et en dessous, je vais avoir une petite description justement de mon algorithme. Donc une régression linéaire approxime les valeurs d'une mesure par une droite, justement pour avoir la tendance. Et si je change et que je prends, imaginons, un lissage de Holt, voilà. C'est une version plus avancée donc du lissage exponentiel double, et après il faudra que j'aille sur du lissage exponentiel double pour avoir donc le détail. Donc vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas besoin de connaître donc le détail. Et prolonger la dimension temps, ça permet justement de voir pour quelles années futures je veux prédire justement. Donc mes données aujourd'hui, elles vont s'arrêter en avril 2020. Et moi, je vais dire justement, je vais ajouter des membres pour les 3 prochaines années. Donc la date de fin, ça va être la fin de mes données, donc avril 2020, et je vais vouloir prédire sur les 3 prochaines années, justement. Ok, j'ai une régression linéaire. Voilà. Donc ma régression linéaire, elle est ici, c'est ma tendance. Et j'ai fait pareil pour l'exemple. J'ai une prédiction pour laquelle j'utilise la transformation de Fourier, toujours sur le chiffre d'affaires. C'est la valeur de la mesure que je veux prédire. Et j'ai ensuite fait un exemple pour l'intervalle de confiance. Donc là, pour le coup, c'est toujours la transformation de Fourier. Donc je veux une prédiction de mon chiffre d'affaires, mais je veux prédire donc la borne inférieure de l'intervalle et la borne supérieure de l'intervalle de confiance. Une fois que j'ai créé donc ces nouvelles mesures, je vais pouvoir aller créer donc un graphique pour voir justement, donc un graphique en courbe, ce sera le plus simple pour le représenter. Et justement, donc je vais afficher en abscisse mes mois et pour le moment uniquement mon chiffre d'affaires.
Donc là, c'est mes données, hein. J'ai des données de janvier 2019 à avril 2020. Et ensuite, je vais mettre ma tendance, par exemple, pour voir quelle est la tendance justement de mon chiffre d'affaires. Ce qui me dira, on va dire plus clairement, ben voilà, j'ai une tendance décroissante et je peux rajouter donc la prédiction avec la transformation de Fourier. Voilà. Et glisser également la borne inférieure et la borne supérieure. J'ai un graphique qui reprend tout ça, que je vais vous montrer directement dans un tableau de bord. Il faut que je me connecte. Voilà. Donc là, j'ai mon graphique. Et en dessous, donc j'ai mes différentes légendes. Donc le chiffre d'affaires, la tendance que j'ai créée, les prédictions, etc. Et avec un sélecteur, je vais pouvoir justement voir quelle est ma tendance sur ce chiffre d'affaires-là en fonction du temps. Je vais pouvoir afficher également l'intervalle de confiance que j'aurais créé. Et voilà, donc cet intervalle me dit que justement dans le temps, si j'ai une situation similaire au passé, il y a 95% de chances qu'en janvier 2021, mon chiffre d'affaires soit compris entre 59 000 euros et 63 000 euros 400. Voilà, ces prédictions-là, hein, les filtres marchent bien entendu dessus. Donc je peux très bien, imaginons que je retourne sur la tendance, voilà, voir sur les produits des abats. Donc j'ai une tendance décroissante, donc mon algorithme va s'appliquer uniquement sur les données des abats. Et si je passe sur accompagnement, ben voilà, ce type de produit génère un chiffre d'affaires qui pour le coup est croissant dans le temps. Donc voilà pour les mesures prédictives. Pour les mesures prédictives, donc ça permet justement de prédire donc la valeur d'une mesure ou son intervalle de confiance. Les mesures simulées, elles vont nous permettre d'étudier le comportement d'une mesure ou de plusieurs mesures sur une mesure donnée. Là, j'ai un exemple, hein, j'ai un chiffre d'affaires et je fais de la publicité. Donc j'ai un coût de communication et je veux voir si justement, plus ce coût de communication est élevé, est-ce qu'il va générer plus de chiffre d'affaires ou non. Donc je vais passer sur un autre exemple hein, dans mes données, comme j'ai fait avec les mesures prédictives. Pour ces mesures simulées, je vais aller dans ma source de données télécom. Donc là, justement, à ma source de données télécom, je fais justement de la communication pour mes différentes régions, les différents départements d'entreprise. Et justement, donc j'ai un coût centimes par minute, j'ai une durée de communication, et j'ai un coût de communication et une qualité également. Là, ce que je vais vouloir voir, c'est que je vais vouloir justement simuler la qualité de ma communication en fonction des autres mesures. Je vais ouvrir ma qualité de communication. Donc, toujours avec le même bouton, je vais créer une mesure simulée. Je vais lui donner un nom. Et ici, bah justement, je vais choisir donc la mesure que je souhaite simuler. Donc moi, ça va être par exemple la qualité. La qualité, c'est une note qu'on donne. Donc, je veux voir la moyenne. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner les différentes mesures qui vont m'aider à modéliser justement la mesure qualité de la communication. Donc imaginons que je prenne le coût de la communication et la durée de communication. Voilà. C'est les deux mesures qui vont intervenir dedans. Je vais pouvoir choisir l'agrégation que je veux prendre en compte et la variable. La variable, à quoi ça va servir? Ça va justement servir à l'utilisateur de pouvoir modifier cette valeur. Donc, je vais pouvoir modifier le coût de la communication directement dans le tableau de bord et voir l'impact que ça aura sur la qualité de communication. Donc, Digdash vous permet également d'estimer la qualité du modèle. Donc, justement, la qualité du modèle, c'est dire est-ce que ces deux mesures-là, donc le coût de communication et la durée de communication, ont réellement un impact sur la qualité. Donc, en faisant actualiser et en sélectionnant la dimension sur laquelle je souhaite justement analyser ça, il va me dire que voilà, la qualité du modèle elle est faible parce que le coût et la durée de communication expliquent, on va dire, peu la mesure qualité de la communication. Et pareil, donc toujours dans le sens de vous aider, on propose des modèles automatiques. Donc là, pour le coup, c'est-à-dire que on va choisir une dimension ou deux dimensions sur lesquelles on veut simuler la mesure. Et Digdash va vous proposer de lui-même, on va dire, un modèle justement, donc quelle mesure permet d'expliquer l'autre mesure au-dessus, donc la qualité de communication, avec un indice de contribution, donc savoir quelle mesure contribue le plus ou le moins dans cette explication-là.
Donc moi, j'ai un exemple de qualité de simulation dans lequel je vais faire intervenir mes 3 mesures. Donc je veux justement simuler ma qualité de communication en prenant en compte le coût de communication, la durée de communication et les centimes, donc le coût par minute de ma communication. J'ai créé justement cette mesure-là, j'enregistre donc mon modèle de données et derrière, j'ai un tableau de bord qui me représente justement donc avec un histogramme en bleu, en noir, ma qualité de communication, donc en moyenne, bien sûr, réelle, et en vert, la simulation. Et en dessous, donc j'ai une variable qui me permet justement de faire varier ma durée de communication et voir l'impact que ça peut avoir. Donc là, on peut voir clairement, si j'augmente ma durée de communication, ma moyenne simulée diminue. Et plus je la raccourcis, plus j'ai une moyenne haute. Donc là, on peut se dire, par exemple, voilà, plus la communication, on va dire, est concise, plus les personnes particulières qu'on touche sont satisfaits justement de la communication. Et si on leur prend 1 heure, 2 heures de leur temps, ils sont de moins en moins satisfaits, par exemple. Un autre exemple sur lequel je n'ai pas de données, ça peut être justement si je suis restaurateur, imaginons toujours, et je veux justement ouvrir un nouveau restaurant. Je peux me poser la question, est-ce qu'il vaut mieux aller dans un endroit avec beaucoup de monde, beaucoup de population, mais qui est également un endroit où il y a beaucoup de restaurants concurrents, ou est-ce que je veux aller dans un endroit où il y a peu de monde et peu de concurrents? Donc là, je vais pouvoir justement voir le chiffre d'affaires et simuler ce chiffre d'affaires-là en fonction du nombre de concurrents présents dans une région, mais également le nombre de populations de la région. Et ça va me faire justement ressortir, en jouant avec les variables, voir mon chiffre d'affaires en fonction justement du nombre de concurrents et du nombre de populations. Donc voilà pour les mesures simulées. Et enfin, la dernière fonctionnalité de prédiction, c'est les groupements intelligents. Donc là, on va devoir choisir une dimension sur laquelle on va vouloir faire différents groupes, les mesures à prendre en compte pour faire ces groupes-là, et le nombre de groupes souhaités. Donc ces groupes-là, des membres de la dimension, ils sont faits au sens mathématique, donc c'est-à-dire on va grouper les membres de la dimension dont les valeurs sont proches les unes des autres. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est par exemple les produits qui génèrent un chiffre d'affaires bas, un chiffre d'affaires moyen et un chiffre d'affaires élevé. Je vais aller dans mon modèle de données, donc là c'est assez simple, hein. J'ai 3 colonnes dans mes données, j'ai des produits 1, 2, 3, 4, etc. Un chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires que ces produits me génèrent, et un coût, le coût de production de ces produits par exemple. Et je vais aller donc dans la partie à droite pour ajouter un groupement intelligent. Et ici, voilà, je vais donner donc le nom de ce groupe-là. Donc, je vais juste mettre groupe. Je vais mettre juste le niveau du groupe. Donc, on peut créer différents niveaux dans les groupes. Et je vais justement ici choisir les mesures qui vont me permettre de créer ces groupes-là. Donc, moi, pour le coup, je veux le coût de production et le chiffre d'affaires. Je veux, imaginons, 4 groupes. Et ici, le nom des clusters. Donc, le nom de ces différents groupes-là. Ils peuvent utiliser donc différents mots-clés, best measure, qui permet justement de mettre les mesures qui impactent le plus dans les groupes. Donc, est-ce que c'est le coût ou le chiffre d'affaires qui a le plus d'impact justement dans la définition des groupes, ou alors utiliser justement uniquement le nom de la mesure coût ou chiffre d'affaires. Donc la mesure 1, c'est la mesure coût, et la mesure 2, c'est la mesure chiffre d'affaires. Sachant que par défaut, si je ne choisis rien, c'est best mesure qui va être pris en compte. Donc là, j'ai mes 2 mesures. Je vais faire suivant. Et là, Digdash va me faire justement, ici on peut le voir, 4 groupes. Donc là, pour ceux qui ont l'habitude, c'est exactement la même interface que lorsqu'on va créer des hiérarchies manuelles dans Digdash. Donc, ces différents groupes, comment ils sont nommés? Ils sont nommés avec les différentes mesures, donc justement le coût et un indice. Donc 0, 1, 2, 3. Ces indices-là, en fait, ils permettent d'indiquer la position de la moyenne du groupe par rapport aux autres groupes. Donc le coût 0, ce groupe-là, donc coût 0, c'est à 0. On fait la moyenne justement sur le coût. Et cette moyenne-là, est la plus basse parmi les 4 groupes. Le coût 1, en faisant la moyenne justement de tous les membres à l'intérieur, est en deuxième position.
le coup 2 en troisième position parce qu'on commence à compter à 0. Et le coup 3, donc c'est le groupe qui a un coût de revient le plus élevé. J'ai déjà créé ces groupes-là pour l'exemple, et je vais ensuite aller les voir dans mon tableau de bord. Donc, ces groupes-ci. Donc j'ai mes groupes de produits justement par chiffre d'affaires et par coût. Et là on peut le voir, Digdash m'a créé, donc dans mon exemple j'avais choisi justement 5 groupes, et Digdash m'a créé des groupes pour les membres de valeurs similaires. Donc c'est-à-dire que j'ai un groupe ici qui me génère peu de chiffre d'affaires, mais qui également me coûte peu. J'ai un deuxième groupe en vert qui génère beaucoup de chiffre d'affaires et qui coûte peu. Et en l'occurrence, en rouge ici, donc la légende que moi j'ai choisie, j'ai un groupe de produits qui génère peu de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires étant sur l'axe X, et qui au contraire me coûte beaucoup à produire. Donc là, par exemple, j'ai décidé de le mettre sous cette forme-là parce que c'est visuellement plus parlant, justement, indirectement. Mais je pourrais très bien faire un tableau dessus pour uniquement me focaliser sur ces produits-là en rouge et pouvoir les analyser, voir justement pourquoi on continue à les produire parce qu'ils me génèrent peu de chiffre d'affaires, mais ils me coûtent beaucoup à produire. J'ai un deuxième exemple. Donc là, c'est une source de données avec les salariés d'une entreprise, tout simplement. En fonction de leur salaire, là, Digdash, en fait, il a fait des groupes, on le voit clairement. Sur l'axe X, c'est les salaires. Il a fait 4 groupes parce que j'avais demandé 4 groupes et il les a groupés donc, par tranche de salaire. Donc tout simplement, ceux qui sont par exemple entre 20 000 et 40 000, ceux qui sont entre 40 000 et 60 000, entre 60 000 et 80 et au-dessus de 80 000 par année. Donc voilà. Et demain, si on a un nouveau produit ou si on a une nouvelle personne avec ces données, si on les rentre dans notre base de données, Digdash va automatiquement pouvoir justement l'affecter à un groupe en fonction des données observées dans le passé. C'était donc la troisième fonctionnalité de prédiction dans Digdash. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que Digdash permet avec des mesures prédictives d'utiliser différents algorithmes de prédiction dont la complexité est masquée à l'utilisateur. On va vous aider dans le choix de l'algorithme et vous n'avez pas besoin de le connaître. Digdash permet également donc d'étudier l'influence entre les mesures, donc justement à voir si mon coût de communication ou ma publicité a un impact sur mon chiffre d'affaires et de faire des groupements intelligents en fonction des mesures. Donc, la complexité, je l'ai dit tout à l'heure, est cachée à l'utilisateur. Pour aller plus loin, il faut savoir aussi que Digdash permet de se connecter à un serveur AirServe pour faire donc, du R. J'en ai pas parlé plus en détail parce que ça peut faire l'objet d'une autre présentation plus détaillée. Et ce n'est pas forcément que pour la prédiction, c'est pour les statistiques par exemple. Mais voilà, donc les personnes qui utilisent R peuvent justement se connecter à leur serveur. Alors, attends, accès aux détails des méthodes. Peuvent justement donc utiliser leur script R. Donc je vais le montrer assez rapidement parce qu'on a déjà dépassé 45. Je retourne donc dans mon studio où je crée mes sources de données. Et ici, donc j'ai mes différentes sources de données, donc des fichiers, des bases de données, etc. Et je vais pouvoir faire ici un transformateur RCerve. Donc, ce que Digdash va me proposer, donc moi ici, sur mon PC en local, j'ai un serveur qui tourne. Il va me proposer de prendre des données en entrée. C'est ma base de données des produits. Et ensuite, je vais pouvoir ici sélectionner un script. Donc j'ai un script assez simple pour le moment, c'est dans la première colonne, je vais renvoyer test. Donc la première colonne qui s'appelle nom. Et je vais recharger justement mes données. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est possible à faire dans les autres sources de données aussi, mais ici c'est vraiment du R, c'est avec du R que je le fais, donc voilà. Toutes les possibilités que vous pouvez faire en R, vous pouvez les appliquer à vos sources de données et avoir ici donc vos données en sortie et l'utiliser comme source de données pour les différents graphiques ou tableaux que vous voudrez utiliser par la suite. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Voilà, donc là, on a fini, donc j'ai fini la conclusion. Je vais passer donc aux questions-réponses. Je vais juste donc réouvrir pour voir la dernière question. Alors, hop. A-t-on accès aux détails des méthodes utilisées, par exemple pour les classifications, accès aux critères permettant de choisir le nombre de classes optimales, choix.
de la méthode, etc. Alors, ça, ce n'est pas présent dans l'interface, mais on peut vous le communiquer pour savoir justement comment les groupes sont faits, etc. Voilà. Donc là, la présentation en tant que telle est terminée, hein. Je vais attendre encore 2-3 minutes pour voir s'il y a des questions qui sont en train de s'écrire. En attendant de voir, hein, je me permets du coup s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour donc sur notre site internet, voir les différents webinaires qui seront proposés. Si c'est un thème qui vous intéresse, c'est toujours intéressant de découvrir, on va dire, Deep Dash sur d'autres thèmes. Et il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah si, j'en ai une. Les algorithmes de prédiction sont-elles éditables depuis Deep Dash ou doit-on passer par un serveur RTL? Alors, les algorithmes qui sont proposés ne sont pas éditables par l'utilisateur. Le but, c'est vraiment, voilà, qu'en tant qu'utilisateur final, vous puissiez l'utiliser sans avoir accès à la complexité derrière. Donc, il faudra passer par du R ou par du script si vous voulez faire vos propres algorithmes. Alors, j'ai une autre question. Peut-on changer de méthode selon la structure des données ou bien faut-il passer par du R? Donc, et encore une fois, les algorithmes qui sont proposés, donc ce sera toujours les mêmes. Si vous voulez vraiment du coup les modifier selon la structure et faire, on va dire, entre guillemets, du spécifique à vos données, il faudra passer par du R ou par du script JavaScript par exemple. Donc on peut créer des mesures calculées dans Deep Dash avec du JavaScript. Voilà, vous pourrez très bien faire voilà, avec du JavaScript vos propres algorithmes si vous le souhaitez aussi. Je vais attendre encore un peu pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Alors pour avoir le lien de la vidéo, vous l'aurez, oui. Il y a le lien de la vidéo et le support qui vous seront envoyés demain parce que vous étiez inscrit justement à cette présentation-là. Donc oui, vous l'aurez demain. Il ne me semble pas qu'il y a d'autres questions. Donc écoutez, moi je vais rester encore quelques minutes, mais sinon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc bonne journée et donc à bientôt pour nos prochains webinaires.